Bonjour à tous, bienvenue à ce second webinaire du mois de juin 2021 organisé par la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté et au sujet des risques psychosociaux. Donc je me présente, je suis Marina Séché, ingénieure conseil donc à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Et puis moi, je suis Cyril Colson, contrôleur de sécurité à la CARSAT de Dijon. Donc aujourd'hui, nous avons prévu sous un format d'à peu près 1 heure, y compris les questions-réponses, de vous parler de l'étape 1 de préparation, donc de la démarche de prévention des risques psychosociaux. Cette démarche, cette étape est une étape essentielle et c'est pour cela que nous y consacrons un webinaire. Voilà, donc je vous présente rapidement les fonctionnalités de l'outil WebIKEO que vous avez devant vous. Donc, sur la partie de gauche, vous retrouvez l'équipe du webinaire. Tout en haut à droite, vous avez un chat pour poser vos questions et échanger avec nous. Donc, vous aurez, je vous le rappelle, un moment de questions-réponses qui se situera plutôt à la fin du webinaire. Vous avez également la possibilité de répondre à un sondage ou d'avoir des documents en téléchargement sur cet outil. Vous avez surtout, à la fin du webinaire, la possibilité de l'évaluer. Donc, vous pourrez l'évaluer à l'aide de ce bouton orange, noter le webinaire. Et puis, vous avez la possibilité de répondre à un questionnaire. À la fin du webinaire, on en reparlera tout à l'heure. Donc, je vais vous présenter le sommaire de cette session d'information et d'échange. Donc, nous allons dans un premier temps, et plutôt Cyril qui va vous présenter l'étape de préparation de la démarche de prévention des risques psychosociaux, l'étape 1, l'étape fondamentale. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons vous présenter l'outil web qui est en cours de réalisation par la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Cet outil qui pourra vous servir à échanger et négocier certaines questions nécessaires dans l'étape de préparation. Et puis, en dernier point, nous vous présenterons une possibilité d'accompagnement par la CARSAT. Donc, je vais passer la parole à Cyril pour vous présenter cette première étape de façon plus approfondie. Alors, je vais tout d'abord commencer par vous faire un petit rappel sur la démarche de prévention des RPS qui est préconisée par l'institution. Alors, c'est un rappel pour ceux qui ont participé au premier webinaire. Ceux qui ne l'avaient pas vu, je vous invite à regarder le replay pour un petit peu plus de détails quand même sur l'assise qui sous-tend cette structuration de démarche. Alors, pardon, un petit rappel global. On a identifié 4 circonstances pour agir en prévention des RPS. Donc, ce sont 4 circonstances qui font qu'à un moment donné, l'entreprise va devoir se poser un certain nombre de questions, va devoir agir sur la thématique du risque psychosocial au cours de son histoire. Ces 4 circonstances, on l'avait évoqué dans le premier webinaire, sont aussi des circonstances pour lesquelles on a une assise réglementaire assez structurée sur le rôle de chacun et les obligations de chacun au niveau des acteurs de l'entreprise. Donc ces 4 circonstances, c'est l'évaluation des risques psychosociaux dans le cas d'un projet qui va modifier les conditions de travail, l'évaluation des risques psychosociaux dans le cadre de l'évaluation des risques professionnels, donc le document unique, la gestion d'une alerte ou d'une plainte qui pourrait émaner d'un ou plusieurs salariés dans l'entreprise en lien avec une forme de souffrance au travail, et puis enfin le cas de l'atteinte à la santé avérée qui fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Donc ces quatre moments sont une occasion pour l'entreprise de structurer un travail de prévention des RPS. Ils ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, ils ne sont pas forcément à mener conjointement et simultanément. Toutefois, quelle que soit la circonstance qui va faire que l'entreprise va se lancer dans ce travail, on va retomber sur une structuration de démarche qui va être assez similaire. Du coup, au fur et à mesure de l'histoire de l'entreprise, ce qui a déjà été fait sur une des circonstances va alimenter un petit peu le processus pour une autre, par exemple. Donc cette démarche,
Elle est découpée en 5 étapes. La première dont on vous parle aujourd'hui, qui est l'étape de préparation de la démarche de prévention. La seconde qui constitue l'analyse à proprement parler des situations de travail, qui conduit à l'étape 3, qui est la construction du plan d'action pour supprimer et réduire les problématiques qui auraient été identifiées à la phase précédente. Ensuite, la mise en œuvre du plan d'action. Et puis la dernière étape qui est plutôt de s'assurer que ce qu'on a décidé dans le plan d'action est mis en œuvre et que les actions ont une efficacité sur les problématiques qu'on avait identifiées à l'origine. Donc cette phase de préparation, elle est essentielle, comme le disait Marina en introduction. Elle est même fondamentale. L'idée derrière tout ça, c'est pas de rigidifier le travail de prévention, c'est pas de l'enfermer dans un carcan de règles. Par contre, c'est lui donner de la clarté, de la lisibilité, et qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels on se soit accordé le plus en amont possible, de manière à ce que ça ne mette pas en difficulté la démarche dans une phase ultérieure qui pourrait être cruciale parce que des débats n'auraient pas été clarifiés, des objectifs n'auraient pas été définis suffisamment clairement et pas de manière conjointe, qui pourraient créer des difficultés. C'est ce qu'on constate assez régulièrement, notamment une fois qu'on a analysé les situations de travail. On peut avoir des dissensions au moment du plan d'action parce qu'on n'est pas d'accord sur l'analyse qui a été faite et la façon dont elle a été faite. Donc l'idée, c'est vraiment de se mettre d'accord le plus en amont possible sur la façon dont cette démarche va se dérouler. Aussi, une des raisons de travailler un petit peu ce cadrage, c'est que malgré tout, c'est une problématique qui peut s'alimenter elle-même, c'est-à-dire que la démarche de prévention peut aussi générer elle-même du risque psychosocial dans l'entreprise, justement parce que on demande aux salariés de s'exprimer et ils ont peur de s'exprimer, ou on leur demande de s'exprimer, mais ils savent que derrière, en tout cas, ils ont la représentation que derrière, rien ne changera. Et du coup, on va alimenter aussi la problématique si on ne s'est pas mis au clair aussi sur ce qu'on veut faire dans cette démarche. Donc cette préparation, à minima, elle se définit paritairement entre l'employeur et les IRP, sachant qu'il est possible d'élargir la focale, mais le socle en dessous duquel il ne faut pas aller, bien sûr, c'est IRP et direction. Donc, parmi les points à négocier, à discuter et sur lesquels il faut se mettre d'accord, notamment, c'est l'objet de cette démarche et le fait que la finalité de tout ça, c'est de transformer le travail, c'est de faire évoluer les situations de travail, l'organisation du travail. Et pour ça, il faut que la démarche, elle soit centrée sur le travail et pas sur autre chose. Du coup, il faut être assez explicite sur le fait que la finalité de tout ça, ça ne va pas être d'analyser les comportements des uns et des autres, notamment parce que les acteurs qui sont mobilisés sur ce sujet-là, n'ont pas de compétences spécifiques sur ce domaine-là, et du coup, on serait sur des approches beaucoup plus hasardeuses et qui tiendraient plutôt du jugement, voire du jugement de valeur, que de la réelle prévention. Donc il faut se mettre d'accord sur le fait qu'on va aller sur le travail, on va analyser le travail, on ne va intégrer que les éléments relatifs au travail dans le but de le transformer. Donc il s'agit là, dans un premier temps, de se mettre d'accord, de discuter sur ces éléments-là pour aboutir à un consensus autour du fait qu'on va essayer d'être le plus factuel possible, de se centrer sur les composantes professionnelles et d'exclure tout le reste. Donc tout ce qui est analyse du comportement, analyse psychologique ou jugement sur les individus, ça ne rentre pas dans le champ de la prévention, ce sont d'autres approches, mais ce n'est pas le domaine de la prévention, ni des acteurs qui seront mobilisés sur ce sujet-là. Et puis, si on veut quand même que on transforme le travail, faut aussi être au clair sur le fait que l'analyse, elle a pour objectif de trouver des leviers d'action sur la situation de travail concernée ou les situations de travail concernées, de manière à les faire bouger. Donc, premier point fondamental, que la démarche soit centrée sur le travail et exclusivement sur le travail. Autre élément sur lequel on incite vivement l'entreprise à se mettre d'accord et à statuer, c'est la place de l'employeur dans tout ça, son implication, sa participation, dans le sens où c'est lui qui a le pouvoir, à un moment donné, de faire en sorte que ce qui est réfléchi, ce qui est proposé comme solution,
va se mettre en œuvre dans l'entreprise. Donc, ensuite, il était question de discuter des moyens accordés aux acteurs internes pour ce travail de prévention. Donc, en termes d'information, d'accès à l'information documentaire, accès à l'information humaine, on va dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut leur permettre d'aller s'entretenir avec les salariés sur leur ressenti, leur vécu au travail pour pouvoir construire leur analyse. En termes de formation ou d'information, si c'est nécessaire, pour que chacun ait un langage commun et des références communes sur la problématique, et puis du temps, bien sûr, puisque ce travail va nécessiter quand même du temps, donc des moyens en temps, et indirectement libérer du temps, c'est-à-dire aussi réduire potentiellement les objectifs, la charge de travail des salariés qui sont mobilisés, de manière à pouvoir mener ce travail correctement et que ça ne soit pas du en plus. Autre élément fondamental, c'est la protection de la parole des salariés. Ce que je vous disais tout à l'heure, un des principaux biais, c'est aussi la crainte de s'exprimer sur ce qu'on vit au travail. Et c'est pourtant là-dessus que va se construire l'analyse. Donc il faut fixer un certain nombre de garde-fous qui vont permettre de donner de la lisibilité au travail et de libérer un petit peu la parole des salariés. Alors notamment, en cas de participation, je participe au travail de prévention, je suis vu en entretien, je participe à la démarche en tant qu'acteur qui va mener l'analyse. Il ne faut pas que ce rôle ait des répercussions sur la suite de ma carrière ou autre. Le refus de participer également. Je refuse de m'exprimer, je refuse de participer à ce travail-là. Bon, dont acte, il ne faut pas qu'il y ait de risque à le faire. Notamment aussi en cas d'évocation du non-respect de la règle dans l'activité. Alors, ce qui se cache derrière cette règle, cet aspect-là, c'est que l'intérêt de l'analyse et de la phase d'entretien et des phases d'entretien avec les salariés, c'est aussi d'avoir accès au travail réel, de ce qui se passe réellement dans le boulot et pas de ce qui est censé se dérouler tel que l'entreprise l'a prescrit. Il y a un certain nombre de configurations où la prescription n'est pas applicable pour réaliser le travail, où on s'en écarte, où on l'aménage, on s'en arrange. Et du coup, un des fondements quand même d'une analyse pertinente va être de pouvoir avoir accès à ces éléments-là, où voilà, on est face à un certain nombre de contraintes qui font que le travail tel qu'il a été prescrit n'est pas possible. Et du coup, on va se dispenser d'un certain nombre de règles de métier qui ont été définies par l'entreprise pour pouvoir atteindre l'objectif qui est d'assurer, entre guillemets, la production, à leur terme à adapter, bien sûr, en fonction du secteur d'activité. La contrepartie à tout ça, c'est aussi de définir les limites à cette protection de la parole. Tout n'est pas protégé. Il peut y avoir quand même, au cours de ce travail-là, des remontées d'informations autour de situations plutôt délicates, voire de mise en danger d'autrui, de maltraitance. Et là, il faut être au clair aussi qu'à un moment donné, on a aussi des obligations légales dans ce genre de choses et on peut pas ne plus dire là. Donc vraiment fixer les limites aussi de cette protection de la parole. Et puis enfin, si ça existe dans l'entreprise, si ça a déjà été négocié, raccorder tout ça à d'éventuels accords qu'il pourrait y avoir autour du droit d'expression, de la QVT dans l'entreprise. Donc cette protection de la parole, elle va concerner tous les salariés mobilisés, et notamment ceux qui ne sont pas protégés par un mandat d'élu. Tous les salariés non IRP vont pouvoir bénéficier de cette protection à partir du moment où ils sont appliqués dans la démarche. Et enfin, dernier engagement de l'employeur, c'est de s'engager à ce qu'il y ait un plan d'action consécutif à l'analyse et qui prenne en compte l'analyse, qui s'en écarte pas trop. Tout ne sera pas mis en œuvre dans le plan d'action, en tout cas dans les propositions qui seront issues de l'analyse. Malgré tout, ce qui sera en place aura un lien avec l'analyse qui a été produite et pas quelque chose qui est complètement dissocié de l'analyse et qui est vendu comme participant à une réduction des risques psychosociaux. Enfin, il s'agit également de discuter un petit peu des règles qui vont faire en sorte qu'on ait une participation active de différents acteurs dans l'entreprise. Ce n'est pas une démarche à mener seule, ce n'est pas une démarche à mener en parallèle du fonctionnement de l'entreprise. L'idée, c'est d'impliquer un maximum de personnes autour de la démarche, d'impliquer un maximum de personnes dans l'analyse,
donc notamment les salariés, l'encadrement, les IRP, le service de santé au travail, donc définir un petit peu les modalités du recours et de la participation des uns et des autres à différents niveaux. Certains seront mobilisés sur l'ensemble de la démarche, et puis d'autres à des moments ponctuels, notamment pour des phases d'entretien. Et enfin, la formation qui va être basculée régulièrement en direction des salariés. On va être sur des démarches qui peuvent être assez longues. L'idée, c'est quand même régulièrement de faire un point auprès de l'ensemble des salariés de où on en est, qu'est-ce qui commence à sortir, les conclusions des analyses, et puis les mesures qui ont été statuées, par exemple, à un moment donné. Donc, comment on va réaliser ces moments d'information et à quel moment on le fait. Tout ça fera l'objet d'une formalisation par écrit. Et puis, en fonction des modalités, donc les 4 modalités dont on a parlé tout à l'heure, il va y avoir des règles un peu plus spécifiques. Là, on était sur on va dire un socle commun, quelles que soient les circonstances qui sont retenues. Ces règles-là vont être à discuter. Et puis, on va avoir des moments un peu plus spécifiques en fonction de la modalité que je vous propose d'aborder immédiatement. Alors, notamment pour le premier cas, donc le cas où on a une situation dans l'entreprise où on a un projet de réorganisation plus ou moins vaste qui va impacter les conditions de travail. Donc là, il s'agit un petit peu de définir comment l'employeur va poser les situations de travail qui vont être impactées directement ou indirectement par le projet. Un projet peut modifier certaines unités de travail, mais malgré tout, avoir un impact sur d'autres unités qui n'ont pas vocation à être transformées dans ce projet. Donc, identifier toutes les situations, tous les métiers qui vont être concernés, impactés par ce projet et pour lesquels ça va nous faire le périmètre de l'analyse. Et puis, essayer autant que faire se peut, en fonction du niveau de maturité autour du projet, de définir les modifications qui sont prévues pour ces situations de travail, de manière à permettre ce travail d'évaluation. Une fois qu'on sait qui est concerné et l'allure des modifications, on va pouvoir commencer à travailler sur l'impact en termes de risque psychosocial de ce projet de réorganisation. Et puis ensuite, une fois que l'employeur a posé un peu ces éléments-là, l'idée, c'est quand même d'articuler tout ça avec le droit, et notamment la phase d'information-consultation du CSE. Donc, qu'on ait un moment d'information du CSE, justement sur les points qui viennent d'être mentionnés. C'est quoi les situations de travail concernées, c'est quoi les modifications de travail. Donc, on informe le CSE là-dessus. Et puis, organiser la phase de consultation, sachant que dans le principe, les deux ne doivent pas être faits le même jour dans la même réunion. Il faut laisser un temps entre l'information et la consultation du CSE, justement pour permettre le travail d'analyse de l'impact du projet et au moment de la consultation, pouvoir faire un certain nombre de propositions d'aménagement du projet, d'ajustement du projet, qui sera en fait le plan d'action, grosso modo, c'est comment on modifie le projet initial pour essayer de supprimer des problématiques qui seraient déjà existantes ou supprimer des problématiques qui seraient créées par le projet. Et puis définir bien sûr les salariés qui seront concernés par cette analyse en lien avec les situations de travail qu'on aura identifiées au préalable. Grosso modo, comment on définit les salariés qui vont être vus en entretien pour obtenir leur ressenti, leur point de vue, leur représentation de l'impact du projet sur leurs conditions de travail. Deuxième circonstance, l'évaluation des risques psychosociaux dans le cadre du document unique. Là, il s'agit de discuter un petit peu et de se poser pour définir le découpage qu'on va faire en unités de travail de l'entreprise, puisque le document unique, c'est une évaluation par unité de travail. Et là, la question, c'est est-ce qu'on conserve les mêmes unités de travail que dans le document unique, on va dire tout risque confondu, ou est-ce qu'on a des spécificités qui feraient que ce serait peut-être plus pertinent de redéfinir, soit plus finement, soit plus largement, l'unité de travail pour mener ce travail d'évaluation des risques psychosociaux. Autre point, c'est il va falloir entendre les salariés sur leur réalité du travail et se mettre d'accord sur est-ce qu'on voit l'ensemble des salariés de l'unité de travail concernée en entretien pour leur demander un petit peu comment ils sentent leurs conditions de travail. Est-ce qu'on va se centrer que sur des salariés qui seraient demandeurs d'une expression? Est-ce que c'est que des volontaires? Est-ce qu'on fait des croisements entre des salariés experts qui ont pas mal d'ancienneté et des salariés novices qui seraient un petit peu plus récents dans l'entreprise, qui, par définition, ont une représentation et une façon de travailler qui va être différente et un ressenti qui va être différent? L'idée, c'est de discuter tout ça pour calibrer un petit peu comment on sollicite les salariés et quels salariés on va solliciter pour évaluer les risques dans leur unité de travail. Et en lien avec tout ça,
il va s'agir aussi de spécifiquement se poser la question du responsable hiérarchique, notamment pour les entretiens. Est-ce qu'on part du principe que les responsables hiérarchiques font partie de l'unité de travail et seront présents avec les salariés pour les entretiens, ou est-ce qu'au contraire, on a un risque que ça verrouille un petit peu la parole ou que ça mette en difficulté hiérarchique qui va entendre des choses dont il va se sentir un petit peu responsable et du coup se trouver en difficulté pendant ces phases d'entretien. Donc peut-être que la question de faire une unité spécifique pour l'encadrement, par exemple, peut se poser et dire, voilà, d'un côté, on va voir les salariés, et puis de l'autre côté, on va faire une unité de travail spéciale pour les hiérarchiques où vont s'exprimer. Et se pose aussi la question des risques psychosociaux du chef d'établissement également. Hein. Hop là. Troisième circonstance, en cas d'alerte, donc un salarié qui se manifeste auprès d'un salarié de l'entreprise pour exprimer une forme de mal-être en lien avec le travail. Donc tout ça doit bien sûr être articulé avec la possibilité quand même des élus du CSE d'avoir un droit d'alerte dans ce genre de situation, hein, et un droit d'enquête. L'idée, c'est d'articuler tout ça ensemble. Et pour que le processus soit le plus fluide possible, le concept, ce serait de, à l'origine, au premier signalement de la plainte, qu'il y ait un entretien initial qui soit mené, un entretien de recueil d'alerte qui va permettre de catégoriser si la plainte du salarié relève ou pas du champ de la prévention, relève ou pas des facteurs professionnels, ou est-ce que c'est autre, de manière à pouvoir orienter le salarié vers la voie qui sera la réponse à sa problématique. Hein. Si la réponse, c'est la voie de la prévention, on va orienter ça vers la structure en charge de la prévention des risques psychosociaux. Et puis si le problème est dissocié des composantes professionnelles, l'idée, c'est de l'orienter vers d'autres personnes. Hein. Si on a des problématiques personnelles qui peuvent apparaître, on n'est pas dans le champ de la prévention, donc peut-être que ça va être l'orienter vers le médecin du travail, vers le service RH, voilà, ou d'autres. Ou ça peut être aussi une demande de réparation en justice par rapport à certains moments vécus dans le travail, et où là, la prévention n'aura pas de rôle, ce sera d'autres acteurs, d'autres processus qui vont traiter ces problématiques-là. Et là aussi, en fonction de l'alerte, l'idée, c'est de statuer sur le périmètre des gens qu'on va aller interviewer pour essayer de comprendre un petit peu la nature de cette alerte. Donc, les gens qui sont directement impliqués, bien sûr, dans la situation d'alerte, mais ça peut s'élargir à d'autres salariés qui auraient pu être témoins ou qui auraient quelque chose à exprimer autour de la situation en fonction de ce qui est relaté dans l'alerte initiale. Je vous propose un petit schéma pour vous simplifier l'affaire et vous montrer à peu près le processus qui est envisagé dans ce cadre-là. Grosso modo, en entrée, on va avoir un salarié ou des salariés qui expriment une plainte, ou le constat par un tiers d'ailleurs de cette situation de souffrance. Et ça va passer donc par un entretien de traitement de l'alerte. Donc il y a le premier échange entre celui qui reçoit l'alerte et le ou les salariés concernés. Et puis là, deux possibilités. Soit le salarié, il évoque des éléments qui n'ont aucun lien avec le travail, et là, on va l'orienter vers d'autres acteurs. Soit il y a des liens qui sont manifestes avec le travail et son organisation, et que le salarié, il souhaite engager des actions de prévention. Et à ce compte-là, l'alerte est reversée à la structure en charge de la prévention des RPS, qui va conduire une analyse sur cette situation précise. Donc la flèche qui ne mène nulle part là sur mon schéma, c'est la suite du processus, mais qui ne nous concerne pas aujourd'hui, puisqu'on est plutôt sur une phase préparatoire. Mais grosso modo, l'idée derrière tout ça, après, c'est de mener l'analyse sur la situation relatée par le ou les salariés et identifier les facteurs professionnels qui pourraient être impliqués dans cette situation de souffrance. Et puis enfin, dernière circonstance, le cas de l'atteinte à la santé avérée. Donc là, on a une obligation de l'employeur de convoquer un CSE exceptionnel suite à déclaration d'accident ou MP, alors sur tous les cas, mais aussi sur celui-ci, avec la question de la déclaration d'accident du travail qui peut se poser en fonction de quand a eu l'événement et où a eu lieu l'événement, et puis la mise en place pour d'éventuelles personnes qui seraient témoins de l'événement grave, d'un soutien psychologique, donc prévoir aussi le processus de comment on déclenche un soutien psychologique dans ce genre de situation. Donc ça, on va dire, c'est l'amont, mais il faut se mettre d'accord aussi sur ces éléments-là. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cet événement? Qu'est-ce qu'on fait de cet accident?
Donc là, la loi a prévu quand même deux possibilités, hein. Le CSE peut décider de recourir à expertise pour enquêter sur cet événement, ou peut faire le choix d'une enquête interne. Et là, l'idée, c'est de voter une résolution sur la mise en place d'une enquête paritaire. Alors, si la structure en charge de la prévention des RPS est déjà une structure paritaire, ben voilà, hein, ça s'inscrit dans ce cadre-là. Ou si c'est plus large, eh ben, les modalités dans lesquelles cette enquête va se passer, tout en gardant quand même les règles du paritarisme. Sur la base des 10 principes qui sont spécifiques à ces situations-là, mais sur lesquels on va retrouver une forme de parallèle avec les principes socles qu'on a évoqués en amont, à savoir l'engagement, le fait de ne pas aller sur la vie privée, le fait de ne pas chercher un responsable, etc., etc. Un point de vigilance particulier quand même dans ce genre de situation, c'est que dans la composition de la délégation d'enquête paritaire, il faut bien choisir quand même les gens qui vont y participer, et notamment les représentants de direction avec un réel pouvoir de direction, et puis bien sûr des représentants du personnel qui soient volontaires pour mener ce travail d'analyse.